Merci Valéria, merci Vincent de m'avoir permis de faire cette présentation. Donc, on va effectivement aborder maintenant un sujet qui peut-être est un peu plus distant de l'anesthésie pure, mais qui, je pense, intéresse beaucoup d'entre nous, qui est le problème du Covid long et le lien avec la sensibilisation centrale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Alors, je voudrais donc d'abord revenir sur ce que c'est que le Covid long. Je ne vais pas parler du Covid lui-même, je ne suis pas du tout une infectiologue. Donc, SARS-CoV-2, vous connaissez l'histoire de l'infection. Je vais donc rentrer dans le détail d'emblée du Covid long lui-même. Quels sont les symptômes du Covid long? Ensuite, on va évoquer le problème de la douleur du Covid long et en fait les mécanismes de cette douleur et quelles sont les implications thérapeutiques. Vous verrez qu'il y a quand même des liens entre ce que je vais vous dire et le problème qui a été évoqué préalablement de la douleur chronique post-chirurgicale et des facteurs de risque. Donc le Covid long, déjà, quand vous regardez Covid long et douleur, dans PubMed, il y a déjà 1493 résultats. Je n'ai pas fait toute la littérature, donc j'ai pris évidemment les études les plus importantes. Donc il y avait une littérature extrêmement dynamique, c'est normal. Depuis 2021 surtout, il y a eu un nombre d'études absolument considérable sur évidemment le Covid, mais aussi les complications du Covid et aussi le Covid long, ou ce qu'on appelle aussi d'ailleurs le post-Covid. Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et souvent de très belles études et de gros journaux. Donc ce terme de Covid long Covid, a été introduit dès 2020 pour décrire des symptômes persistants, donc c'est assez général, multisystématisés après une infection à SARS-CoV-2. Voilà, symptômes persistants. Ce n'est pas que de la douleur, bien entendu, on va y revenir. Alors il y a eu plus récemment une proposition de définition de ce qu'on a appelé, de ce que ces auteurs ont appelé plutôt le syndrome post-Covid, qui peut s'apparenter au Covid long. Il n'y a pas vraiment un consensus pour savoir quel est le meilleur terme. Donc, et c'est une proposition de définition qui est parue dans Lancet Infectious Disease en 2022. Et donc, ce que les auteurs de ce consensus paper proposent, c'est qu'il faut bien sûr qu'il y ait des cas confirmés de Covid, c'est la moindre des choses, que la durée des symptômes soit au moins de 3 mois, donc pas tout à fait chronique, mais presque, avec un certain nombre de symptômes qui reviennent et qu'on va revoir ensemble, qui ne sont pas que la douleur, fatigue, souffle court, plainte cognitive. Il faut qu'il y ait un impact sur les activités quotidiennes. Il faut que les symptômes soient apparus après le Covid ou persistants. Et il faut qu'il y ait de la notion soit de fluctuation, soit de récurrence. Mais la question qui est posée, on va y revenir d'ailleurs parce que c'est effectivement un peu le problème d'un grand nombre d'études, c'est est-ce que on peut parler de syndrome de post-Covid ou même de Covid long en présence ou non d'une lésion d'organes, parce que ce n'est pas du tout pareil. Et est-ce que les malades qui ont ces symptômes-là avaient ou non été hospitalisés pour leur Covid? Parce qu'effectivement, il y a quand même des cas plus graves que d'autres. Donc ça, c'est une question qui n'est pas encore formellement tranchée. Et les études, quelquefois, ne font pas la distinction entre hospitalisation et pas hospitalisation pour Covid, ce qui, je pense, a quand même un impact sur, évidemment, l'importance de la sévérité de l'infection initiale. Alors, il y a eu énormément d'études, donc j'ai fait un choix, j'ai été obligée de faire un choix. Il y a eu donc un nombre d'études considérables sur le Covid long, et avec ou sans douleur. Le plus souvent, il y avait évidemment des descriptions de douleurs, mais souvent les douleurs étaient intégrées à ces descriptions. Donc les premières études, voilà une étude relativement, entre guillemets, ancienne, parmi les premières études, 2021, c'était des symptômes post-Covid à 7 mois, une cohorte internationale. Voilà les symptômes qui avaient été donc décrits sur un grand nombre de patients, comme vous voyez, une cohorte donc multicentrique internationale, près de 4000 patients, hospitalisés ou non, et vous voyez qu'apparaît bien sûr la douleur, la fatigue, donc tout un cortège de symptômes qu'on connaît dans le Covid long, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs de type brain fog, troubles d'heure abdominale, céphalée, symptômes dépressifs et anxieux. Et ces auteurs ont essayé aussi de faire une analyse en clusters. Ils ont décrit plusieurs clusters de patients, dont certains d'entre eux, les clusters 2 et 3, avaient des douleurs, d'autres n'avaient pas de douleur. Donc il y avait une combinaison de symptômes qui était variable selon l'existence de ces clusters. Donc ils ont essayé de faire une analyse un petit peu plus fine, qualitative également, de la nature des symptômes post-Covid. Donc c'était des patients, je rappelle, hospitalisés ou non hospitalisés. Et ils ne faisaient pas la distinction très nette entre les deux. Il y a une deuxième étude, il y a d'autres études, mais une deuxième bonne étude ou grosse étude de bonne qualité, parue donc plus récemment en 2023, une cohorte aussi très importante, encore une cohorte internationale. Et là encore, ces auteurs ont essayé de définir les symptômes post-Covid et d'essayer aussi d'évaluer les facteurs de risque. Ils se sont d'ailleurs rendus compte, on va revenir aux facteurs de risque, que les facteurs de risque différaient selon le phénotype. Et ils ont aussi mis en évidence, parce que l'étude est plus récente, un impact bénéfique de la vaccination sur ces symptômes. Et vous voyez qu'ici apparaissent toujours la notion de douleur qu'on voit en bas, mais une
donc des douleurs pouvant ou non être associées aux autres symptômes, mais apparaissant aussi souvent comme un cluster bien spécifique, comme on le voit ici, hein, donc myalgie, arthralgie. Vous avez ici l'atteinte neurosensorielle, les syndromes un peu de fatigue et de troubles cognitifs, et les symptômes respiratoires. Alors, plus tard, plus récemment, enfin, lorsqu'on regarde un peu à plus long terme, à 2 ans, là encore, patients hospitalisés ou non, qu'en est-il? On voit qu'il y a environ 30% des patients qui ont des symptômes et que la fatigue est le plus fréquent, de très loin. Après apparaissent les douleurs musculaires ou articulaires, dyspnée, symptômes cognitifs, céphalée, troubles du sommeil. Vous voyez toujours ce cortège de symptômes extrêmement variés qui accompagnent souvent la douleur. Il y a aussi une étude française, spécifiquement dans les centres Covid, qui a essayé d'évaluer, alors une étude plus petite, hein, mais il y avait un nombre un peu plus restreint de patients, donc une cohorte de pas loin de 300 patients. Ce sont les psychiatres hein, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, à l'Hôtel Dieu. Il y avait 70% de femmes. Et là, en l'occurrence, ces patients-là qui avaient des symptômes post-Covid durables n'avaient pas d'anomalie, n'avaient pas de signes, ça c'est très important, de signes d'organes, donc pas d'anomalie ni clinique, ni biologique, ni radiologique. Évidemment, ils avaient eu le Covid. Il n'y avait pas de corrélation avec la sévérité de l'infection initiale. Et on voit d'ailleurs que des tableaux cliniques similaires ont été décrits dans d'autres cohortes. On retrouve ce cortège de symptômes extrêmement variés qui associent la douleur, souvent, alors pas toujours bien décrites, ce ne sont pas des spécialistes de la douleur, hein, disons musculaires, articulaires, le souffle court, la fatigue, les troubles cognitifs et d'autres symptômes, dont les céphalées chroniques. Donc voilà ces symptômes on voit bien, hein, qui apparaissent, et on a quand même l'impression que les patients soient hospitalisés ou non, que le Covid soit sévère ou pas, on retrouve quand même un peu les mêmes symptômes. Et ça, c'est un petit peu une notion qu'on va revoir. Alors, maintenant, allons un peu plus loin, parce que là, je vous ai parlé du Covid long en général. Et si on regarde un petit peu plus, de manière plus précise, la douleur du Covid long, la question d'ailleurs que je pose d'emblée, hein, qu'est-ce que c'est que cette douleur? Est-ce qu'elle pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques? Didier Boissira en a parlé. Je vais un petit peu revenir là-dessus, puisque ça va faire le lien avec, évidemment, le mécanisme et la sensibilisation centrale. Alors, les études, là encore, il y a énormément d'études sur la douleur post-Covid. Il y a même des méta-analyses maintenant sur les douleurs post-Covid. Un des auteurs les plus prolifiques, j'ai jamais vu ça d'ailleurs, c'est Fernandez de la Pena. Rien que sur le sujet de la douleur post-Covid, il a fait 58 articles. Et si on fait toute la littérature, je ne sais plus, plusieurs centaines d'articles. Rien que sur le Covid. Fernandez de la Pena, vous verrez son nom beaucoup si vous travaillez sur douleur, Covid long, etc. Donc, il a fait plusieurs revues systématiques. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, si on regarde 6 à 8 mois après le Covid, on a environ, selon les séries, 40 à 60% des cas. Les douleurs peuvent être focales ou diffuses. L'impact est considérable sur la qualité de vie. Les symptômes, toujours pareil, symptômes multiples associés. Et cette douleur est présente, et ça c'est important, chez des patients qu'ils étaient préalablement hospitalisés ou non. Si on regarde un peu plus tard, 2 ans après, là, c'est encore une méta-analyse, cette fois toujours de Fernandez de la Pena. Il a donc un peu poulé toutes les études sur les douleurs 2 ans après le Covid. Là aussi, patients hospitalisés ou non. Et on voit qu'environ 19% avaient des douleurs chroniques, qui pouvaient être soit des douleurs abdominales, céphalées ou myalgie. Par contre, c'était ce que dit d'ailleurs lui-même Fernandez de la Pena, les études sont un peu hétérogènes. Elles ne mentionnent pas toujours la notion d'hospitalisation. Il y avait aussi le problème des variants qui ont changé. Hein. L'Omicron peut-être un peu moins sévère que les variants initiaux qui étaient le Delta. L'évaluation de la douleur était le plus souvent téléphonique, hein, donc il peut y avoir aussi des biais. Et l'impact de la vaccination qui avait débuté entre-temps n'était pas connu. Donc il y a quand même des limites. Mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de patients, un petit groupe de patients, qui après des Covid, y compris légers, vont développer des douleurs chroniques. Ça, c'est tout à fait formel, associé au cortège de symptômes dont je vous ai parlé préalablement. Alors, d'autres études se sont intéressées aux facteurs de risque de ces douleurs. Donc là, 8 mois après un Covid, là, c'est des patients hospitalisés, hein, donc spécifiquement hospitalisés pour Covid, mais qui sont sortis de l'hôpital, évidemment. Donc 8 mois après, on constate d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux, 19%, comme vous voyez, pas loin de 20, ont des douleurs chroniques diffuses, widespread, comme on voit dans la fibromyalgie, et d'autres ont des douleurs des extrémités. C'est les deux principales aires douloureuses. Il y avait quand même un certain nombre de patients qui avaient des douleurs préexistantes, un quart d'entre eux. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va revenir. Et quand même, 75%, eux, avaient des douleurs de novo, c'est-à-dire des douleurs apparues depuis le Covid. Et ce qu'on constate dans cette étude, donc de patients hospitalisés, hein, c'est qu'il y a ils ont évidemment analysé sur ces très grosses cohortes, hein, pas loin de 1000 patients, les facteurs de risque potentiels de développer ces douleurs 8 mois après le Covid-19. Et ils ont constaté un certain nombre de facteurs de risque qui étaient le sexe féminin, les antécédents de douleur,
la notion de myalgie et céphalée au moment de l'infection, l'hospitalisation, c'était des patients hospitalisés, donc là quand même le nombre de jours d'hospitalisation, et d'autres facteurs de risque, mais ça c'était d'autres cohortes, ont identifié également d'autres facteurs de risque sur le même genre d'études, un IMC élevé au départ, l'admission en soins intensifs, là effectivement, donc là il y a la notion quand même de sévérité, antécédents de coup du lapin, anxiété et âge jeune. Donc il y a quand même des choses qui sont, on va le revoir, qui semblent un peu hétérogènes, mais on retrouve comme ça un petit peu ce genre de facteurs de risque dans d'autres cohortes. Et ce qui est intéressant, en fait, si on reprend les facteurs de risque, on va y revenir, c'est que, on va y revenir pour la douleur post-chirurgicale, c'est qu'il y a des similitudes avec ce qu'on peut retrouver dans les études de la douleur chronique post-chirurgicale. Bon, là, en l'occurrence, ce qu'on voit surtout apparaître, c'est qu'il y a la notion, bien sûr, de sévérité de l'infection, mais pas que, puisqu'on a aussi la notion de douleur préexistante. Le coup du lapin, c'est aussi cette notion de douleur préexistante. Donc des facteurs de risque qui sont un peu différents, qui ne sont pas exclusivement des facteurs de risque qui semblent spécifiques du Covid. C'est ça aussi qui est un peu intéressant. Ça ne semble pas uniquement lié au Covid. Là aussi, une autre étude, là c'était des patients non hospitalisés. Donc vous voyez là une énorme étude de cohorte qui a été faite par téléphone. Hein. Ce n'étaient pas tous des malades qui étaient évalués. Donc vous voyez le genre de cohorte qu'on voit maintenant apparaître. En 2022, 62 symptômes ont été évalués, 62 symptômes. Là c'était des facteurs de risque communs, pas uniquement la douleur, et on retrouve quand même un certain nombre de facteurs de risque, toujours le sexe féminin, notion de minorité ethnique, le niveau socio-économique, l'IMC élevé, une tendance chez les gens plus jeunes, les comorbidités psychopathologiques et douloureuses, fibromyalgie, anxiété, dépression, migraine, qui pouvaient être préexister auparavant, et puis d'autres comorbidités, ça dépendait un peu de la nature des symptômes. Mais on voit toujours apparaître un petit peu ces facteurs de risque. On voyait qu'il y a des similitudes avec l'étude préalable, et là, c'était des patients non hospitalisés pour Covid, qui avaient donc un Covid long. Et on était à plus de 3 mois après leur Covid. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a donc des facteurs de risque qui semblent communs entre ces différentes cohortes qui peuvent jouer un rôle dans la notion de Covid long, l'âge, le sexe, les antécédents de douleur. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, la douleur préexistante, la douleur pré-Covid, notion de céphalée, fibromyalgie, les comorbidités et un IMC élevé. Et ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est si on regarde les facteurs de risque de douleur chronique post-chirurgicale, bien entendu, il y a des facteurs spécifiques à la chirurgie. Frédéric en a parlé tout à l'heure, hein, il y a l'hyperalgésie, la prise d'opioïdes, évidemment, les facteurs de la modulation. Ça n'a pas été vraiment bien étudié dans les cohortes post-Covid, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des facteurs qu'on retrouve. Finalement, donc il y a des facteurs qui ne sont pas spécifiques au Covid et qu'on retrouve dans d'autres contextes de douleur chronique, là en l'occurrence après chirurgie, et j'ai mis en gras ce qu'on a retrouvé dans le Covid. Donc vous voyez, l'âge jeune, le sexe féminin, la douleur chronique, les facteurs médicaux plus généraux, l'anxiété, dépression, IMC élevé, facteurs socio-économiques, c'est des facteurs que l'on retrouve aussi dans les cohortes et qui sont considérés comme un risque indépendant de douleur chronique post-chirurgicale. Donc on voit qu'il y a des similitudes entre les facteurs de risque d'une douleur chronique dans le Covid long et de la douleur chronique post-chirurgicale. Bien entendu, il y a un certain nombre de symptômes qui sont spécifiques je l'ai dit, de l'opération, de l'intervention d'un côté et du Covid de l'autre. Alors la question donc du coup qui peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des similitudes entre cette douleur du Covid long et ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, et donc quel pourrait être le lien aussi avec ces fameux phénomènes de sensibilisation centrale dont parlait tout à l'heure Didier. Donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs types de douleurs chroniques. Là, je parle que de douleurs chroniques, la douleur dite nociceptive, qui est la majorité des douleurs, mais les douleurs neuropathiques, et les douleurs nociplastiques, c'est un concept plus récent qui a été introduit en 2017 et qui en fait correspond à ces douleurs finalement sans lésion spécifique pouvant expliquer la douleur. Donc la définition, elle est là, elle est un peu longue, donc je vous la lis pas. En gros, c'est vraiment une douleur qui n'est ni neuropathique ni nociceptive. C'est vraiment les douleurs sans lésion, mais avec des phénomènes, comme vous voyez, activation de nocicepteurs, mais pas de lésions qui puissent causer l'activation. Donc on voit bien déjà le lien entre ces douleurs et des phénomènes dont on a parlé tout à l'heure de sensibilisation centrale. Et très souvent, ces douleurs s'accompagnent d'une hypersensibilité, donc hyperalgésie, allodynie, dans des aires corporelles, sans forcément anomalie tissulaire ou neurologique. Donc, et quelles sont ces fameuses douleurs nociplastiques ? Oui, alors je voudrais évidemment rappeler simplement, avant de parler de ces douleurs nociplastiques, c'est pas nouveau comme concept. Le concept est très ancien. Si on regarde dans le détail la notion de neurasthénie qu'on a dans la littérature au XIXe siècle, c'était déjà de la douleur nociplastique. Alors, il y avait en tout cas des symptômes de fatigue chronique, de troubles cognitifs, toutes les plaintes qu'on voit maintenant chez les fibromyalgiques. Et le psychiatre Engel, qui est aussi à l'origine du fameux modèle biopsychosocial, avait décrit aussi des douleurs qu'il appelait lui psychogènes dans les années fin des années 50, qui ressemblent à s'y méprendre à la fibromyalgie.
Alors, on a aussi ce terme, tout à l'heure Didier l'a mentionné rapidement, de douleur chronique primaire, juste pour vous le dire, hein, parce qu'on a participé à maintenant énormément d'études de classification des douleurs chroniques qui vont d'ailleurs vont faire partie de l'ICD-11. Et la douleur chronique primaire, en fait, quand on regarde de près, c'est un petit peu comme la douleur nociplastique. La seule différence majeure, c'est que la douleur chronique primaire, c'est un concept de classification, c'est comment on classe les douleurs. Donc dans la douleur chronique primaire, il y a la fibromyalgie, par exemple, elle apparaît là, hein, en haut. Et la douleur nociplastique, c'est plus une notion entre guillemets de mécanisme, mais pour être très franche, les deux concepts se regroupent. Donc la douleur nociplastique, je vous l'ai dit, c'est plus mécanistique, l'autre c'est plus classification, diagnostic, mais les deux concepts se recoupent énormément. Et vous voyez dans la douleur chronique primaire des douleurs qu'on voit dans les douleurs qui sont des douleurs nociplastiques. On peut parler de douleur chronique primaire pour classer les patients et en fait pour mieux cibler le côté mécanistique, si on peut dire une douleur nociplastique, c'est un terme un peu plus général. Voilà, mais c'est presque la même chose. Hein. Voilà. Et donc, quelles sont ces fameuses douleurs pour être un peu plus précise? Eh bien, c'est la fibromyalgie, on en parlait, syndrome de l'intestin irritable, très souvent comorbide, céphalée primaire, les douleurs orofaciales idiopathiques, ce qu'on appelle les unspecific low back pain, l'algodystrophie, mais en général, qu'on classe souvent dans ce cas-là quand il n'y a pas de lésion nerveuse, et puis, on peut probablement faire entrer maintenant les douleurs du Covid long dans ces catégories, surtout lorsqu'il n'y a pas de notion de lésion initiale ou de lésion persistante. Hein, j'ai parlé de la grosse cohorte de patients non hospitalisés qui gardaient des symptômes à distance de leur Covid alors qu'ils n'avaient eu qu'un Covid entre guillemets léger, bénin, et il n'y avait pas de corrélation forcément avec la sévérité de l'infection. Donc oui, on peut faire entrer un certain nombre de ces douleurs dans le cadre des douleurs nociplastiques. Ce n'est pas encore le cas de l'ICD-11, évidemment, parce que c'est quand même assez récent, tout ça est assez récent. Alors, je rappelle que la fibromyalgie, hein, il y a un certain nombre de symptômes. Didier en a parlé tout à l'heure. Hein, il y a des douleurs diffuses, des symptômes diffus, sans explication par une cause spécifique. Toujours douleurs diffuses et souvent fatigue chronique. Hein. Ça, c'est la fibromyalgie. Je rappelle aussi, hein, ça avait été décrit depuis déjà longtemps, qu'il y a de grands nombres de symptômes associés que vous retrouvez aussi dans les symptômes post-Covid. Si vous regardez précisément, il y a énormément de ces symptômes qu'on retrouve dans le syndrome post-Covid. Et Didier a montré tout à l'heure cette diapositive. Hein, il y a effectivement un grand nombre de ces symptômes qui ne sont pas tous douloureux, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler, ce que Younous avait appelé, il y a déjà pas mal d'années, les troubles de la sensibilité centrale. Vous voyez qu'intervient la notion de sensibilité, hypersensibilité, et qui peuvent renvoyer à des phénomènes de central sensitization, de sensibilisation centrale, même si là, le terme n'est pas utilisé puisqu'il s'agit de descriptions purement cliniques. Et tous ces symptômes qui sont là notés sont très souvent comorbides entre eux. Donc, dans la fibromyalgie, il y a très souvent des douleurs myofaciales, un syndrome des jambes sans repos, un syndrome vésical, etc. C'est très souvent lié, corrélé entre eux, si on peut dire. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ce questionnaire qui n'est pas le DN4 et qui a été validé avec Didier Boissirade et Serge Porot également, c'est que on voit dans les symptômes de la fibromyalgie apparaître des symptômes qui ressemblent d'ailleurs aux douleurs neuropathiques. Hein. Brûlures, décharges électriques, crampes, sensations anormales, vous voyez. Donc, suggérant, hein, on a encore peut-être un mécanisme particulier, même si la fibromyalgie, ce n'est pas un mécanisme, c'est un syndrome, mais vous voyez, montrant aussi peut-être déjà sous-jacent la notion justement d'un mécanisme central particulier qui pourrait être, et on va y revenir, la sensibilisation centrale, entre autres. Alors, quel peut être le lien entre les douleurs du Covid long et les douleurs de fibromyalgie? Eh bien, il y a eu quelques études maintenant qui montrent qu'effectivement, un certain nombre de patients qui présentent du Covid long présentent les critères diagnostiques de fibromyalgie plus de 6 mois après l'infection, d'après des études de cohorte. Toujours le fameux Fernandez de la Pena, mais il n'y a pas que lui, et donc entre 20 et 30% selon les séries. Donc si on compare, par exemple, ces patients qui ont des espèces de syndrome fibromyalgique-like après Covid long à des patients contrôle, ils ont en général beaucoup plus de douleurs, des douleurs diffuses et un impact plus important de la qualité de vie. Et on a aussi montré que les patients qui avaient une fibromyalgie avant même d'être infectés par le Covid, c'était un facteur de risque indépendant de développer des syndromes persistants post-Covid. C'est pas très étonnant. On va y revenir, la fibromyalgie, ou les phénotypes un peu fibromyalgiques sont aussi à risque de développer des douleurs chroniques dans d'autres circonstances, et notamment après chirurgie. Donc il y a des liens entre Covid long et fibromyalgie, même si tous les patients qui ont un Covid long n'ont pas des critères. Hein. Vous voyez, c'est à peu près 20 à 30%. C'est pas non plus, c'est pas rien. Alors, maintenant, quel est le rôle de la sensibilisation centrale dans ces symptômes et peut-être d'autres mécanismes qui sont corrélés, bien sûr. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels peuvent être les mécanismes communs entre ces douleurs de Covid long et
eh bien, effectivement, les douleurs nociplastiques dont j'ai parlé préalablement, puisque ça y ressemble beaucoup. Première chose, dans le Covid long, alors sauf, encore une fois, maintenant on décrit davantage s'il y a ou non hospitalisation, il y a un grand nombre de patients qui développent des Covid longs et qui n'ont, je l'ai déjà dit, pas été hospitalisés et qui n'ont pas de lésions d'organes persistantes. Donc, en général, c'est ce qu'on voit dans ces Covid longs, pas d'atteinte systémique immunitaire, lésions d'organes, ça c'est la première chose. Il n'y a pas d'atteinte virale directe, il n'y a pas donc de symptômes, de signes de replication du virus dans ces cas-là, mais on peut exclure une influence microbienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a décrit aussi des syndromes douloureux fibromyalgiques après des tas d'autres infections virales. Il n'y a pas qu'avec le Covid, c'est pas spécifique au Covid. On a fait avec Valéria une revue là-dessus, il y a un grand nombre de virus qui donnent des douleurs, y compris neuropathiques, mais aussi qui peuvent donner des syndromes douloureux chroniques, par exemple l'Epstein-Barr, très très connu. Et donc, effectivement, dans les deux cas, on peut penser qu'il y a, dans certains cas de fibromyalgie, ce n'est pas le cas pour tous les cas, mais il peut y avoir une influence microbienne. Donc, le rôle de la protéine virale elle-même, réactivation de virus endogènes, peut-être des altérations du microbiote et des anomalies métaboliques. Donc, peut-être une influence microbienne, et puis des mécanismes centraux communs, dont la sensibilisation centrale. Donc Didier vous a montré cette diapositive, je ne vais pas revenir sur les mécanismes puisqu'il en a longuement parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut objectiver ces symptômes. Alors, il vous a parlé donc tout à l'heure, Didier, des études utilisant le fameux QST dans la fibromyalgie, énormément d'études qui ont beaucoup convergent pour indiquer qu'il y a des symptômes, des signes plutôt suggérants ces phénomènes de sensibilisation centrale. Là, je parle de la fibromyalgie et pas du post-Covid, et en particulier ces phénomènes dont on a longuement parlé de sommation temporelle, c'est-à-dire des douleurs induites par des stimulations répétées, souvent mécaniques, et puis les phénomènes d'hyperalgésie également. Donc ça, c'est dans la fibromyalgie. Et ce qui est intéressant, c'est si on veut comparer, alors j'ai essayé de regarder ça, il n'y a pas eu beaucoup d'études de QST en Covid, mais il y en a eu. Il y a tout, maintenant il y a tout. Si on regarde les patterns sensoriels, on voit qu'il y a des similitudes, pas 100%, il faut être honnête, mais en particulier en termes de douleurs mécaniques et justement de ces phénomènes de douleurs induites par stimulation répétée, on retrouve des similitudes, des patterns sensoriels assez similaires. Donc ça, c'est pas tout à fait la même façon d'exprimer les résultats, mais il y a des similitudes dans les deux cas. Donc suggérant peut-être que là encore, dans certains cas de douleurs du Covid long, il y a des mécanismes qui sont proches de ceux qu'on voit dans la fibromyalgie, donc, et suggérant le rôle de la sensibilisation centrale dans ces deux cas. Donc, c'est ce que je disais, hyperalgésie, sommation temporelle dans les deux cas, en faveur, suggérant une sensibilisation centrale. Et Didier a longuement insisté dessus, et Frédéric, tout à l'heure aussi, en a parlé d'hyperalgésie, bien entendu. Alors, bien sûr, d'autres études ont été faites. Tout à l'heure, Didier mentionnait le fait qu'il y a la sensibilisation centrale parce que c'est une excitabilité directe, mais ça peut provenir d'un trouble de la modulation. Et il y a eu des études, y compris dans le Covid long et dans la fibromyalgie. Dans la fibromyalgie, il y a eu tellement d'études qu'on en fait des méta-analyses. Donc CPM, tout à l'heure Didier en a parlé, le Condition Pain Modulation, il a insisté sur le fait que c'était réduit dans ces phénomènes-là, dans la fibromyalgie. Vous le voyez, c'est réduit là. Vous voyez que c'est un petit peu à gauche, donc c'est réduit. Et il y a des études, alors pas beaucoup, il y en a quelques-unes maintenant, notamment une, dans le Covid long qui suggère exactement le même pattern, donc réduction de la modulation, donc en réponse à des stimulations conditionnantes, le fameux CPM. On a donc des similitudes également en termes de modulation entre le Covid long, la fibromyalgie, et probablement, et je donne l'exemple de la fibromyalgie, mais il y a d'autres douleurs nociplastiques, on retrouverait la même chose. Alors, d'autres études ont suggéré aussi, ça c'est très intéressant, le rôle de l'atteinte vagale. Alors, il y a un lien certainement indirect avec la sensibilisation centrale, mais ça, c'est très à la mode, entre guillemets, l'atteinte vagale, notamment dans le Covid long. Probablement, ce n'est pas encore dans les répertoires des pathologies qui peuvent diminuer le syndrome vagal, mais le long Covid en fait certainement partie, puisqu'il commence à y avoir des études là-dessus. Et puis, on va même plus loin, il y a encore d'autres similitudes entre Covid long et fibromyalgie. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de neuropathie à petite fibre dans la fibromyalgie. En tout cas, ça commence à faire maintenant plus de 10 ans qu'un certain nombre d'études ont confirmé l'existence chez ces personnes qui ont des fibromyalgies, donc des douleurs diffuses, de patterns d'anomalies au niveau des jambes, des pieds, suggérant une lésion des petites fibres de la douleur, ce qu'on appelle une neuropathie à petite fibre. Les petites fibres, A delta et C, c'est les petites fibres qui conduisent le chaud, le froid, la douleur. Ça, c'est quelque chose qui est déjà maintenant reconnu depuis 10 ans. Donc, alors pourquoi Alors ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en tout cas, il y a ces phénomènes d'altération des petites fibres dans la fibromyalgie, dans un sous-groupe de patients. Eh bien, une étude récente du groupe de Andrea Truini en Italie retrouve exactement la même chose dans le Covid long. Donc, beaucoup de similitudes.
Et il a même retrouvé des anomalies en biopsie de peau. C'est la manière la plus formelle de confirmer le diagnostic. Et puis enfin, pour terminer, il y a un rôle commun dans tous ces cas de douleurs nociplastiques Covid long, des facteurs de stress et de facteurs psychosociaux. Il ne faut pas les négliger. Les facteurs environnementaux, ça a été bien décrit dans la fibromyalgie, hein, bien sûr, beaucoup plus que dans le Covid long, mais ça, c'est bien connu. Mais pour le Covid long, il y a eu des études, certaines études faites notamment par des psychiatres, ont insisté surtout sur le rôle du stress et des facteurs psychosociaux, notamment la dépression, mais pas que, dans le Covid long. Donc, qu'est-ce que ça implique? Et là, je serai assez courte. Hein. Ça implique un certain nombre de choses. Quand on voit un patient qui a des douleurs dans le cadre du Covid long, ça implique d'une part de ne pas donner d'opioïdes. Voilà. Donc, je ne sais plus quand est-ce qu'il faut les donner, parce que dans le contexte périopératoire, de moins en moins, et dans la douleur chronique, n'essayez même pas. Donc, un patient qui a un Covid long, surtout lorsqu'il n'y a pas eu une lésion sévère, ça vous le savez, s'il n'a pas été hospitalisé, vous ne donnez pas d'opioïdes, ça c'est formel. Et ça peut conduire peut-être à aggraver ces douleurs. Donc en fait, on va être dans des thérapies multimodales, comme pour les autres patients qui ont des douleurs nociplastiques, c'est-à-dire éducation thérapeutique, thérapie physique, très important bien sûr, des techniques de neuromodulation, dont la stimulation vagale, hein, qui commence à se faire de plus en plus dans ces douleurs, les psychothérapies, la méditation bien entendu, les psychotropes très bien, tout ce que vous voulez sauf les opioïdes. Ces recommandations, en fait je parle des recommandations pour la fibromyalgie là, hein, mais elles sont parfaitement applicables au Covid long. Il n'y a pas encore un gros consensus sur ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mais en fait il faut faire la même chose. Et je rappelle quand même que des études ont suggéré, ça n'a pas été montré pour le Covid long encore, mais qu'un phénotype de type douleur nociplastique prédit un risque accru de consommation d'opioïdes et une qualité de vie réduite après chirurgie. Donc, ce sont des patients à risque dans tous les cas. Et vous avez compris qu'il y avait un lien quand même entre ce Covid long, fibromyalgie et autres douleurs nociplastiques, probablement par le biais d'un phénomène de sensibilisation centrale, et peut-être aussi par d'autres mécanismes, hein, puisque j'ai parlé de la modulation douloureuse, du système vague rapidement, évidemment du stress et des facteurs psychosociaux. Donc voilà, hein, ce qui est très important, c'est d'avoir compris quand même que le Covid long, c'est aussi un modèle intéressant parce qu'il montre bien le lien bidirectionnel entre une lésion somatique, qui est quand même une atteinte virale initiale, et la dysfonction centrale. Hein, et c'est intéressant parce que, encore une fois, dans un certain nombre de douleurs nociplastiques, fibromyalgie peut venir après une infection virale. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est très caractéristique aussi. Ce sont des patients qui peuvent avoir eu une diarrhée ou un problème aigu nociceptifs, tout à fait caractérisés avec une lésion initiale abdominale et qui vont maintenir des douleurs chroniques alors qu'il n'y a plus rien qui l'explique. Ça peut être viral d'ailleurs, mais ça peut être autre chose, ça peut être des troubles du microbiote. Donc ça, c'est très intéressant et le Covid long, je crois, est une bonne illustration de ce phénomène. Bien entendu, la prise en charge doit être multimodale et ne pas comporter d'opioïdes. Je vous remercie.